Le discours du Mali devant la 77e Assemblée générale de l'ONU va marquer certainement les esprits. Le colonel Dr Abdoulaye Maïga a réaffirmé la posture souverainiste de son pays. Puis le Premier ministre intérimaire de Bamako a distribué les petits coups dans tous les sens. Bazoum, par exemple, a été renvoyé dans les cordes hors des frontières nigériennes. Mbalo, lui, il lui a été reproché de se faire sous-fifre de Guterres Antonio, le secrétaire général des Nations Unies. Alassane Ouattara, le magicien du troisième mandat, celui qui est qualifié de faire des dribbles, il se fait des dribbles lui-même pour garder le ballon. Macron, le chef de la junte française, le leader des forces obscurantistes destructrices. Bref, chacun en a eu pour son grade. Décryptage de la voix du Mali sur le toit du monde avec deux gladiateurs de la géopolitique africaine. J'ai l'honneur et le privilège de vous présenter en premier l'ambassadeur Kegewe Segoyou. Bonjour. Bonjour Gilles, je crois que le casting des sujets, pas des hommes, il est agréable. Segoyou Kegewe, un ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Oui. Vous êtes journaliste, homme politique Oui. et analyste politique de haut volet. Oh, si vous voulez donner moi tous les titres, moi je les accepte. Avec vous, Louis Magloire Kemayo. Monsieur Kemayo, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir. Vous êtes journaliste, écrivain. Pour faire court aujourd'hui, hein. Absolument. Il faut faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Absolument. Et on commence donc avec cette assemblée générale de l'ONU, très médiatisée. Avant de revenir au discours malien, vous, comment avez-vous trouvé le ton de cette assemblée générale? Moi, j'ai été quelque peu apeuré. Les grands et les petits se sont rendus des coups pour coups, invectives sur invectives. On se croirait au bord de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez paniqué aussi, Louis Magloire Kemayo? Non, il n'y a pas de raison de paniquer. C'est que depuis 2 ans, il n'y avait pas eu d'assemblée générale en présentiel, comme on le dit aujourd'hui. Les gens se sont réunis de façon virtuelle et c'est la première fois qu'on se retrouvait. On vient à la suite de la crise de la Covid, la crise sanitaire qui a bouleversé les repères du monde. Et ajouté à ça, vous avez également la crise entre l'Ukraine et la Russie qui est en train d'ouvrir la route. Là, pour le coup, on peut craindre pour une troisième guerre mondiale, mais le thème de cette Assemblée générale, c'était, pour le lire, un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intrigués. Donc il s'agit de répondre à tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et je pense que l'un de ces défis les plus importants c'est par rapport à la mission et à la place des Nations Unies aujourd'hui dans le monde et si je devais ajouter quelque chose ce serait par rapport au multilatéralisme pour être beaucoup plus précis parce que s'il y a quelque chose qui a perdu en saveur et en intérêt, c'est bien cette notion de multilatéralisme qui fait qu'aujourd'hui, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont devenus les super maîtres du monde. Ils sont dans une espèce de démocratie censitaire où parce que l'ordre du monde, au moment de la création de l'Assemblée de l'ONU il y a 77 ans, était tel que c'était eux les plus importants. Les pays africains, il n'y en avait que 2 qui étaient importants. L'Éthiopie et le Libéria, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, cet ordre-là a changé et il se comporte comme si on était encore à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il est normal que tous les autres pays, d'abord les petits pays, comme vous les appelez, les pays africains et tous les pays du Sud, ainsi que les pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays émergents, dont la Russie, que ces pays-là leur montrent que le monde a changé et qu'on doit changer la façon de faire fonctionner le monde. Là, vous avez repris les grands axes du discours du chef de la diplomatie togolaise, hein. Ah, mais s'il dit vrai, je ne vais pas le contredire juste pour le plaisir de le faire. Il a défendu donc l'opportunité de tous les pays d'accéder au multilatéralisme. Oui, et je crois qu'à ce titre-là, Macky Sall a certes été très juste dans son discours sur le plan diplomatique, mais il a joué petit bras à mon avis parce que... Mais Robert Doucet, il a fait un discours quand même très courageux, hein. Peut-être qu'il faudra le réécouter. Il faudra le réécouter. Dans ce sens-là, il a mis les points sur les i, comme on dit souvent dans ce sens-là. Son discours est plus appuyé que celui de Macky Sall dans la matière. Je crois qu'il est sorti du champ diplomatique pour tenir des propos beaucoup plus crus et beaucoup plus précis
sur les nécessités de changer l'ONU et de changer surtout le rapport par rapport aux pays africains, la perception que les grands ont des pays africains qui ne peuvent qu'être alignés sur une position ou sur une autre. Et je crois qu'à ce titre-là, si les Africains pouvaient demander mieux que ce que Macky Sall a demandé, ce serait bienvenu. D'une part, quand vous dites que vous voulez rejoindre le G20, entre nous, le G20 c'est un club privé. C'est comme si vous disiez que vous voulez entrer à l'OCDE, vous pouvez y entrer ou pas y entrer, c'est pas la fin du monde. Le véritable organisme multilatéral ici, c'est l'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité. Donc si on peut avoir plus que les 2 places qu'on a par mois parmi les membres non permanents et une place au moins parmi les membres permanents, ça, ce serait quelque chose de bien. Si on pouvait encore déplacer le siège des Nations Unies, des États-Unis, de l'Amérique vers le continent africain qui n'a pas de siège permanent pour le moment, je crois que ce seraient des exigences qui seraient raisonnables pour le continent africain en attendant d'ailleurs mieux. Mais bon, d'avoir mieux. Mais en attendant, je considère que les discours que l'on a entendus de la part des pays africains, quand vous entendez par exemple le président kényan, qui est l'un des derniers venus, qui vous dit que c'est une urgence, c'est une grande urgence morale de réformer les Nations Unies, on arrive quand même à un carrefour de vérité où il faudra plus se cacher derrière les réalités, puisqu'on dit aujourd'hui que la Russie pourrait perdre son droit de veto à la demande de l'Ukraine et avec le consentement probablement des États-Unis et de tous leurs amis au sein de l'OTAN. Si on en arrive là, c'est qu'il faudrait pousser les pions pour tout le reste. Kagero Segoyou, j'ai eu peur, quelque peu peur. J'ai vu Emmanuel Macron taper plusieurs fois du poing sur la table. Vous avez écouté son discours, va-t-en-gueule quelque peu. Vous avez écouté aussi le représentant de la Russie, les États-Unis. Le ton de cette 77e Assemblée générale, est-ce qu'il vous a inquiété? Moi, je trouve même que cette Assemblée a été très aimable, très gentille. Les gens auraient dû être plus en colère. Vous me parlez de Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron est l'un des principaux fouteurs de merde aujourd'hui sur le plan international. Vous parliez de l'ONU. L'ONU, c'est quoi? Au départ, les gens avaient cru, parce qu'en diplomatie, l'ONU est le siège de la diplomatie mondiale. Donc, quand vous arrivez là-bas, vous deviez savoir tenir un langage diplomatique. Mais l'ONU même nous montre, depuis des années, que le langage diplomatique n'a plus cours là-bas. L'ONU s'acoquine avec les plus puissants pour écraser les plus petits. C'est devenu comme les chefs de la mafia, des grandes familles mafieuses new-yorkaises. Toi, tu tiens Brooklyn, toi, tu tiens Harlem, toi, tu tiens Manhattan, toi, tu tiens... C'est ça l'ONU. Les 5 là, c'est les mêmes. Hein. Faut pas croire. Aujourd'hui, c'est la guerre d'Ukraine qui les oppose. Sinon, avant, ils étaient les mêmes. Pour écraser les plus petits. Alors, quand les plus petits se rendent compte que c'est une chimère, parce que le principe c'est qu'aux Nations Unies, tous les pays se valent, toutes les nations se valent. Mais maintenant qu'ils se rendent compte que c'est une chimère, que même en plein New York, Macron peut appeler un président africain, lui parler comme son garçon de cours sauter. Mais tu es où? Tu n'arrives pas? Et lui, il court aussi, parce qu'il est noir, et bon, ça n'a rien dans la tête. Donc vous voyez que ces inégalités, cette tendance à écraser, à humilier l'Afrique, à écraser, à humilier ceux qui ne sont pas blancs aux yeux blonds, comme les Ukrainiens, les autres, les Caucasiens, les machins, à les humilier, à les écraser, à comploter en permanence contre eux, ça ne donne pas une crédibilité. L'ONU, on dit il faut réformer. Il ne faut pas réformer, il faut balayer ça. Sarkozy l'avait dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Sarkozy avait dit que toutes ces organisations multilatérales, il faut en finir. Sarkozy, quand même, il sait de quoi il parle. On ne peut pas garder un machin comme ça quand quelqu'un, une puissance veut garder, l'Amérique veut déclarer la guerre contre un pays, il signe le laisser passer de la guerre. C'est l'ONU, ça. Et on continue. On attrape des mercenaires. Mais toi, Guterres, tu viens de dire effectivement qu'ils n'étaient pas dans le système, ils n'allaient pas là-bas dans le système des Nations Unies. Quelques jours plus tard, tu dis qu'ils ne sont pas des mercenaires, il faut les libérer. Mais l'ONU, c'est la pagaille. Il faut en finir, il faut gommer ça. Si on veut créer autre chose, qu'on sache exactement qui va dans ce autre chose et il va chercher quoi. Maintenant, s'ils veulent sortir la Russie du Conseil de sécurité, mais, oui, du Conseil de sécurité. Vous croyez le droit de veto? Vous croyez, le droit de veto. Vous croyez que Poutine va attendre qu'on le sorte, il va sortir lui-même, il prend tous les Chinois, les autres, ils forment autre chose, c'est tout.
Parce que nous, les gens qui forment au moins les 2 tiers de la population mondiale, ne vont pas se laisser marcher sur les couilles matin, midi, soir. Sur quels critères? Moral, il n'y a pas. Liberté, il n'y a pas. C'est le crime sur crime. On tue. On rase des pays comme la Libye. Personne ne dit rien. On nous parle aujourd'hui qu'on va poursuivre Poutine. Mais pour poursuivre les criminels de ce monde, on poursuivra au moins 1000 Américains, 1000 Français, 1000 choses avant d'arriver à Poutine. Mais l'autre, la dernière présidente de la CPI, Bensouda est en train de dire comment on a fait pression pour elle pour soi-disant condamner Gbagbo. Elle n'a même pas pu le condamner parce qu'il n'y avait rien. Et vous croyez qu'on va continuer à faire confiance à ça? Et son Donc, visa pour les États-Unis avait été révoqué, justement, parce qu'elle avait essayé de faire... On ne peut pas continuer. Quand Bensouda a parlé un seul mot, a dit un seul mot sur les États-Unis, mais on l'a interdit de visa et de tout. Mais vous croyez vraiment que c'est la justice? Pourquoi vous, les Africains, même dans un milieu comme ça, où on vous prend pour moins que des chiens, pourquoi vous êtes encore accrochés à ces structures qui sont là juste pour vous tuer, malmener, mater quand elles veulent, pour faire l'intérêt de l'Amérique, l'intérêt de l'OTAN? Pourquoi? Mais quittons-les. S'ils viennent après maintenant venir nous bombarder, nous tuer tous, au moins on sait qu'on sera mort la tête haute. Ça ne continue pas comme ça. Moi, je trouve que le dernier sommet, la dernière session aux Nations Unies, elle a été très pacifique parce que les gens en avaient sur le cœur. Justement, quand on écoute les discours, les invectives, est-ce que ce n'est pas le symbole que les Nations Unies ont échoué dans leur mission? Lamentablement, lui, Magloire Kemayou. Disons que les Nations Unies aujourd'hui n'ont plus le poids qu'on attendait qu'elles aient sur la scène internationale. Vous avez vu pour la guerre en Irak, par exemple, il n'y a pas eu besoin d'une réunion des Nations Unies pour décider de l'invasion, enfin de la guerre qui a été déclarée à l'Irak. Vous prenez la guerre en Libye, le mandat 1973 qui avait été accordé parlait juste de faire un blocus aérien. Une no-flying zone. Une no-flying zone. Pourtant, il a été détourné et il ne s'est passé rien. Enfin, il s'est passé quelque chose, c'est que le terrorisme aujourd'hui est en train de gangréner à la fois le Maghreb, le Sahel, et qu'il est en train de se déplacer vers les pays côtiers du continent africain. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'ONU est véritablement ce qu'on attendait qu'elle soit, c'est-à-dire une force capable de s'interposer, de réaliser la paix et la sécurité sur la scène internationale dans le monde entier. Et vous, chers téléspectateurs, que pensez-vous du discours du Mali devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Écrivez-nous déjà, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Nous sommes en direct. Vos contributions sont les bienvenues. Que vous rappelle donc Abdoulaye Maïga, le représentant malien devant l'ONU, Sankara Lumumba ou encore Sékou Touré. Ce discours, est-ce de la provocation pour ceux qui ont été titillés ou une vraie déclaration d'indépendance? Vos contributions sont attendues. Donc, on revient Kegebe Sogoyo sur le discours du Premier ministre par intérim du Mali. De tous les discours, il me semble que c'est celui qui a été le plus retentissant. Mais il a été le plus retentissant parce que son pays est celui qui souffre le plus. Voilà des officiers courageux, patriotes, nationalistes, qui veulent chasser les terroristes de leur pays. Tous les Africains devaient cotiser des militaires pour les envoyer, pour les soutenir. La France, qui est un pays de démocratie et des droits de l'homme, devait lui apporter son soutien. Les Américains, qui font les maîtres du monde, devaient le soutenir. Mais au lieu de quoi, tout le monde se dresse contre le Mali. Mais comment un pays indépendant comme le Niger, la Côte d'Ivoire, comme la France, comme les États-Unis, ne comprennent pas que les Maliens disent « nous voulons être indépendants ». Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Pourquoi les Maliens, en tant que pays souverain, ne peuvent pas dire « écoutez, nous, on veut se gérer nous-mêmes ». Alors, Abdoulaye Maïga avait 1001 raisons d'être en colère. Maintenant, c'est vrai, je vous ai dit que c'est le temple de la diplomatie à New York. Bon, il faut peut-être un peu arrondir les angles dans certains propos, mais les propos, quand on prend avec Bazoum, moi je ne suis pas ami de Bazoum, mais je trouve que ce n'était pas la peine
qu'on le ramène à quelques origines que ce soit. Parce qu'en Afrique, si vous fuyez bien, quelqu'un est toujours venu de quelque part. On peut prouver, Gilles, si on cherche bien, mais peut-être tu es un Coréen. Bon, j'ai dit ça juste pour bluffer. Donc, on trouve toujours une chose. Sinon, le reste... Mais on peut comprendre autrement, parce qu'il ne lui a pas dénié la nationalité nigérienne, mais peut-être le comportement nigérien. Oui, le comportement nigérien. Le comportement de Bazoum n'est pas du tout, n'a rien à voir avec le comportement nigérien. Oui, justement, c'est ce que rappelle... Voilà, c'est vrai, ce qu'il dit. Parce que mais toi, Bazoum, tu as un pays, un aussi vaste pays. Bon, si toi... tu veux te faire marcher dessus par la France. Si toi, tu veux que Barkhane vienne chez toi tirer sur des civils, si toi, tu veux que ton uranium soit ramassé gratuitement, c'est ton droit. Le Mali ne te critique pas pour ça. Le Mali dit, nous, on est Maliens, on veut diriger notre pays nous-mêmes. Est-ce que c'est une attaque contre Bazoum? Tu prends l'autre, le vieux, Ouattara. Baïga aussi a parlé contre Ouattara. Mais Ouattara, toi, tu es notre doyen. Tout le monde te respecte. En Afrique, nous avons un respect religieux pour l'âge. Même si tu te fais couillonner par le petit Macron, ce que nous, on ne comprend pas. Parce que les Européens ne respectent pas l'âge. Oui, donc Macron peut te élire en public, te taper dans le dos, c'est ton affaire. C'est un retour de la censure, parce qu'on sait aussi comment Alassane Ouattara... Oui, laisse-moi finir. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, toi Ouattara, tu dis qu'on a pris tes militaires. Est-ce que le Mali a envoyé un commando en Côte d'Ivoire pour enlever des militaires dans un camp militaire? Vous envoyez des gens, vous dites que c'est des militaires de l'ONU. Il y a des mécaniciens, il y a des étudiants, il y a des peintres. Mais c'est une armée ça? L'ONU aussi recrute ça comme militaire. Là, moi, j'aimerais bien devenir militaire de l'ONU. Je suis journaliste, c'est pas mieux que peintre. Donc, toi, Ouattara, tu devais quand même pouvoir appeler Assimi Goïta, c'est ton fils. Tu lui dis, mais comment vous faites, un petit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la question, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es notre frère. Tu as tes populations, tes ressortissants par millions chez moi. Oui, on n'a pas fait la guerre. Avec les antécédents, qui a eu le rôle qu'il a joué dans les sanctions de la CEDEAO, l'audio qui a fuité avec Boubou Tissé. Ce n'est pas... Les Boubou Tissé, moi je crois qu'il faut aller les amener dans un tube, on va les dépigmenter, ils vont devenir blancs. Ce n'est pas des noirs. Et comme tu le rappelais tantôt, Ouattara, en fait, il a les mains liées. Puisque c'est l'armée française qui est allée déloger Gbagbo pour le mettre. Il le sait, il ne peut rien. Il ne peut Ouattara, en fait, au fait, quelque part, je me dis, il ne faut même pas le critiquer. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Contre quel prix, contre quoi est-ce qu'on a délogé Gbagbo pour le mettre? Aujourd'hui, il est le seul à le savoir et à se demander, mais comment je vais sortir de ce guêpier? Maintenant, Guterres, puisque tu parles du discours de Maïga, Guterres. Mais ce Guterres, il est surprenant. Au départ, les propos qu'il a tenus concernant les 49 militaires, brusquement, il tient d'autres propos, que c'est des membres de l'ONU. Or, tu, en tant que secrétaire général de l'ONU, au départ, il t'aurait suffi de te dire qu'effectivement, c'est nos éléments, on n'en serait pas là. Tu dis autre chose maintenant, sous pression, mais quand même, il faut quand même modérer la contradiction, tu ne la modères pas. On va revenir sur ces éléments un à un, mais justement... Oui, je voulais en finir avec l'autre, hein, le président du narco-État, là. Oui, on va revenir sur ces éléments, chapitre par chapitre. Juste le temps de demander à Louis Magloire Kemayo, qui il a pu voir en Abdoulaye Maïga. Ça vous rappelle un certain Sankara devant l'ONU? Non, je voudrais pas établir de comparaison parce que les époques ne sont pas les mêmes et puis les combats ne sont pas les mêmes non plus. Actuellement, on est dans un pays, le Mali, qui fait face à un terrorisme qui a pris racine et qui est en train de s'étendre vers d'autres pays et où on a besoin de véritablement de soutien, tant de la part des voisins que de tous les partenaires internationaux possibles. Et je trouve que le discours a été un discours très peu diplomatique, c'est le moins que l'on puisse dire, mais les attaques en direction des pays voisins, j'estime qu'ils étaient en trop. D'abord sur le Niger, la nationalité du président nigérien, c'est l'affaire des Nigériens. S'ils veulent élire un Tchadien, un Libyen ou un Camerounais à la tête de leur pays, ça les regarde. Et s'ils veulent contester également cette nationalité-là, il y a des mécanismes pour le faire. Je pense que quand on est à l'extérieur, on peut critiquer l'action de l'homme,
Mais je crois qu'on ne doit pas attaquer sur ce genre de situation qui ne relève pas véritablement du débat sur lequel il se trouve. Le président Bazoum a peut-être un ton qui ne leur plaît pas, une façon de les indexer dans leur manière de lutter contre le terrorisme qui ne leur plaît pas. Mais je crois que quand on répond à cela, on doit répondre par rapport au sujet qui est abordé. Le sujet, c'est le terrorisme et la manière dont le Mali combat ce terrorisme-là. Moi, je pense qu'il reproche simplement à Mohamed Bazoum de ne pas être dans la posture de la courtoisie reconnue aux Nigériens, dans la culture nigérienne. Il me semble que c'est ce qu'il dit à travers la nationalité nigérienne. Je ne sais pas s'il y a une courtoisie qui peut être nationale et qui est dans les gènes, voire l'ADN d'un peuple, mais le fait est que les gens sont différents. Et le président Bazoum, je crois que l'une des choses qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il s'exprime sur un sujet, il va au bout de sa pensée, que cela plaise dans son camp ou pas, que cela plaise chez les partenaires ou pas. C'est peut-être un défaut, c'est le sien, il est comme ça. Oui, mais est-ce que les autres présidents ont le droit de critiquer le Mali de cette façon? Est-ce que le choix du Mali, pourquoi ça dérange le Niger notamment? Je crois que le choix... Le Mali est libre de faire ce qu'il veut. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un pays indépendant et il gère sa diplomatie comme il l'entend. Oui, pourquoi ça dérange les autres? Ça ne dérange pas les autres. Le seul problème, c'est que les conséquences sont régionales. Et ce n'est pas une hypothèse. Elles sont régionales. Le terrorisme a commencé, l'extrémisme violent a commencé au Mali, il s'est étendu au Niger, il a atteint le Burkina Faso et aujourd'hui les autres pays de la côte comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo sont également concernés par cette menace. Donc on ne peut pas faire comme si c'était quelque chose qui était circonscrit au Mali et qu'on peut regarder en spectateur uniquement sans craindre que l'incendie qui a pris au Mali puisse toucher ses voisins. Je crois que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit que le terrorisme a commencé au Mali. Il a commencé comment au Mali? Il faut dire les choses, il faut retourner aux causes. Ça a commencé où? À Sikasso, à Gao, à Bamako? Non! Les terroristes ont été envoyés de Libye par la France parce que la France a promis un État libre, l'Azawad aux Touaregs. Il faut le dire. Non, si nous voulons critiquer, oui? je suis d'accord pour dire que la Libye est le foyer du terrorisme violent que subissent à la fois le Mali, ses voisins et aujourd'hui les pays de la côte. Je suis tout à fait d'accord. Et je suis d'accord également pour dire que cette action a été menée par Nicolas Sarkozy, président français, mais on ne peut pas dire que c'est la France qui a fait entrer les terroristes. Ce qui a fait entrer les terroristes, ce sont les combattants de l'Azawad qui ont négocié des accords avec leurs frères Touaregs en Libye et qui sont venus au Mali. Ils n'ont plus été capables de les contenir, donc ils ont pris le dessus non seulement sur les Touaregs maliens, mais également sur l'État malien. Et ils ont commencé au nord, puis ça s'est attaqué au centre, et aujourd'hui, ça c'est en train de se métastaser en allant vers les autres pays. Oui, la source, c'est la Libye avec Sarkozy. C'est ça la source, la source de départ. Oui. Maintenant, que ça se métastase jusqu'en Corée du Sud, c'est la France et de Sarkozy, attention. Quand nous parlons la France, aujourd'hui les Français en tant que citoyens sont plus victimes que nous les Noirs. Ils n'ont même plus de liberté d'expression sur leur radio, leur télévision. Dès que quelqu'un dit un mot... Nous sommes quand même victimes parce que quand vous prenez les victimes au niveau du Mali... J'ai dit, les Français en tant que peuple sont victimes parce que là-bas tu ne peux plus dire ce que tu penses. Quand Ségolène Royal... Mais je suis un doute, mais elle est vilipendée, ostracisée. Quand même, c'est une ancienne ministre, une ancienne candidate à la présidence. Donc les Français, c'est un peuple qui devient de plus en plus un peuple sous-informé, un peuple manipulé, un peuple abusé. Les gilets rouges, jaunes étaient sortis pour manifester ça. Donc c'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Donc nous ne parlons pas du peuple français. Nous parlons de certains dirigeants qui sont un gang d'oligarques et qui veulent régenter le monde malgré... Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. Sarkozy, Macron ne va pas à l'Assemblée pour faire voter les tests. Dès qu'il veut faire passer une idée, il fait une réunion entre copains et coquins, et ça fait passer, ou bien il court voir son ami Ursula von der Leyen. Cette femme n'a jamais été élue, mais Sarkozy est toujours courbé en deux devant elle. Pourquoi il critique Emmanuel Macron? Macron est toujours courbé en deux devant Ursula von der Leyen, qui n'a jamais été élu. Qu'est-ce qu'il a à critiquer les dirigeants maliens? Lui qui s'est soumis à une dame non élue, il reproche quoi aux Maliens?
Non, elle a été élue pour devenir présidente de Non, l'Union européenne. non, je ne voulais pas aller dans les détails, s'il te plaît. Je ne voulais pas, parce que cette femme, c'est une véritable voleuse. Elle a pillé le ministère allemand de la Défense. On voulait lui chercher des embrouilles. Son amie Angela Merkel, qui l'avait mise là-bas, l'a amené, parce que, au fait, au ministère de la Défense allemand, elle faisait quoi? Elle était dans la poche du lobby des armements. C'est pourquoi, arrivée à Bruxelles, elle fait la politique de ce lobby. C'est elle qui dit tous les jours, il faut envoyer les armes en Ukraine. C'est pas parce qu'elle aime les Ukrainiens, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à toucher avec le lobby de l'armement. Tout le monde le sait en Europe. Mais Grégoire Sogoyou, est-ce que vous comprenez les invectives des voisins du Mali contre la transition? Non, les voisins du Mali, excusez-moi, que ce soit Bazoum ou Ouattara, en réalité, chaque matin, ils demandent à Macron qu'est-ce qu'on fait. Macron leur dit, ils n'ont rien contre les Maliens. Mais ils exécutent les ordres de Macron. Macron exécute les ordres de Ursula von der Leyen et de Biden. Il répercute les ordres dans son pré, son fameux pré carré où elle a enfermé ses moutons, ses chèvres et ses brebis. Donc, Macron aussi est soumis à quelqu'un et Macron ne veut pas entendre de parler l'indépendance de Noirs. Macron, c'est comme l'autre, la Napoléon. Quand Haïti a pris son indépendance, Napoléon a réintroduit l'esclavage. On a pris le héros haïtien tout seul l'ouverture. On est venu l'enfermer au fort de Joux en France, où il est mort dans une cave sordide. C'est ce que Macron veut faire. Renier nos indépendances, reprendre nos dirigeants et les tuer. Maintenant, s'il a trouvé quelques complices, on vous dit, Ouattara, c'est eux qui l'ont mis là-bas, donc on t'a mis, tu dois nous servir. Même Bazoum, moi si j'étais à la place de Maïga, j'allais parler de son élection et non de son origine, disons, territoriale, nationale. Donc, moi je crois que ces pays, en réalité, en leur âme et conscience, ils n'ont rien contre les Maliens. C'est pourquoi il aurait été peut-être mieux que Maïga les ménage un peu, pour leur montrer qu'au fait, nous comprenons le jeu, c'est pas vous, c'est l'autre qui vous pousse. Mais quand il vous pousse là, désormais, commencez à réfléchir avant de nous tomber dessus à bras raccourcis. L'autre flèche d'Abdoulaye Maïga, c'est contre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président en exercice de la CEDEAO, Mbalo, sur l'affaire des 49 ou 46 militaires ivoiriens détenus encore au Mali. Mais sur cette question, Louis Magloire Kemayo, pourquoi la Côte d'Ivoire ne communique pas clairement sur qui sont ces militaires et ce qu'ils sont allés faire au Mali? Parce que ce sont les services et que quand on est dans les services, ça fonctionne différemment. C'est pas le fonctionnement normal des civils. Je crois que cette affaire a malheureusement, ils étaient 49 au début. 3 ont été libérés grâce à la médiation du Togo. Le Nigeria aussi s'en mêle pour aider à la médiation et faire libérer les 46 qui restent. Mais le fait est que même quand il s'agit des services, vous prévenez quand même. Il y a des précautions administratives qui sont prises. Et je crois que si ces précautions n'ont pas été prises, le Mali est quelque part fondé d'être dans une situation de colère que l'on peut entendre. Mais vous parlez de services, quels services? Les services secrets. Les services secrets, ce sont les missions de l'État, des gens... Est-ce qu'un pays a le droit d'envoyer des militaires dans un autre pays pour un service secret? Les services d'espionnage et de contre-espionnage fonctionnent ainsi. Des militaires habillés dans un autre pays, ça peut être en avion, avec armes, Louis Magloire Kemayo. Je ne travaille ni dans l'espionnage ni dans le contre-espionnage, mais je sais qu'entre pays, ça existe. Cela dit, il y a des précautions administratives, encore une fois, qui doivent être prises pour ce genre de choses. C'est comme si vous étiez aujourd'hui militaire ou policier et que vous vouliez prendre l'avion avec une arme sur vous. Il y a des précautions à prendre pour le faire. Vous devez prévenir la compagnie, il y a des dispositions qui sont prises pour que vous voyagiez avec votre arme ou pas. Soit c'est en soute, soit c'est sur vous, mais au moins on sait que vous avez une arme et que vous voyagez avec, en ayant prévenu les personnes qui doivent l'être. Mais si ces militaires sont arrivés, que les Nations Unies, dans un premier temps, la MINUSMA, dit qu'elle ne les connaît pas, qu'elle ne sait pas d'où ils viennent, ni ce qu'ils viennent faire, et que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire n'a fait aucune démarche pour prévenir les autorités maliennes, il y a quand même un problème. Et donc, à partir de là, je crois que
Là où il y a peut-être un problème, de mon point de vue concernant les Maliens, c'est quand ils demandent que les personnalités qui sont réfugiées ou qui se sont cachées... Oui, mais ça, c'est à la au fin, Mali- c'est vers la fin. Donc, Non, mais c'est quand même quelque chose qui entre dans la négociation, parce qu'il y a eu des négociations en cours pour libérer les 46 autres. 3 ont été libérés, il en reste 46. peut-être c'est une contrepartie que le Mali demande. Si vous demandez une faveur au Mali, le Mali a le droit de réclamer des faveurs aussi. Attends, il y a des choses, on doit les rappeler. Est-ce que les gens savent que dans les années 60, les Guinéens de Sékou Touré ont arraisonné un navire ghanéen avec des gens qui apparemment allaient pas pour faire du bien à Sékou Touré. Plutôt le navire était ivoirien. Alors, vous savez ce que les Ivoiriens ont fait? Ils ont arraisonné un avion de KLM qui a fait escale à Abidjan. Ils ont sorti de hautes personnalités guinéennes pour les échanger contre les gens que les Guinéens avaient pris. Donc, aujourd'hui, en réalité, on est en train de retourner en Ouattara ce qu'à ce temps-là fut fait à Sékou Touré. C'est tout ça. C'est pas impossible. Il faut connaître l'histoire. Sauf que dans le cas présent, ce qui rend cette démarche compliquée, c'est qu'il y a quand même un Premier ministre qui est mort en détention et on ne peut pas comprendre comment l'État malien n'a pas pu rendre son évacuation sanitaire ou sa prise en charge sanitaire. Dans d'autres pays, des premiers ministres sont morts à la chaîne et ces pays-là, on leur reproche rien. La Côte d'Ivoire, je comprends bien, mais c'est pas c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont morts à la chaîne. Oui, on n'a rien dit. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'extradition qui a été demandée en échange. Mais là, vous avez des personnes qui sont poursuivies par la loi, qui devraient rentrer et aller directement, passer directement par la case prison, si on n'est pas certain que la manière de les accueillir va préserver à la fois leur dignité et leur vie, il est possible que l'on ait... Je suis d'accord. Voilà, donc à partir du moment où nous sommes d'accord là-dessus, je crois que c'est un élément qui doit également entrer dans la lecture du dossier. Et s'il vous plaît, moi je dis ceci. J'ai beau être pro-malien, mais je crois que l'échange, j'ai beau aussi donner l'exemple du temps du fait et de Sékou Touré, mais vu l'actualité effectivement, parce que le fils de Keïta, on l'accuse ni moins ni plus que d'avoir détourné tout l'argent de l'armement. Ce qui fait que sur le terrain, les soldats maliens étaient aussi vulnérables. Naturellement, s'il rentre au pays, on ne va pas l'embrasser à l'aéroport avec une gerbe de fleurs. L'autre, le deuxième, c'est qui? Boubou Cissé, lui, c'est une vraie merde. Parce que quand vous écoutez son dialogue avec Alassane Ouattara, mais moi-même... reste authentifié. Si moi j'étais sur Goïta, je ne vais quand même pas aller mettre une telle ordure dans une prison au Mali. Il est négligeable. Mais, sous le principe, on ne peut pas être d'accord avec cet échange. C'est difficile d'être d'accord. Parce que dans tous les pays, les hommes politiques, quand ils ont des problèmes, ils vont se réfugier là où ils trouvent une place. Bon, maintenant, si on suit la voie légale, un jugement, un mandat d'arrêt, un jugement, ok. Mais les prendre, je n'imagine pas Boubou Cissé et le petit Keïta débarquant menotté à Bamako contre la liberté de 46 militaires maliens. Je crois que sur ce point, on peut commenter, on peut dire, mais c'est que nous ne sommes pas à la place des Maliens. Les Maliens savent qui sont ces gens-là. Comment ils sont venus, les Maliens le savent, on ne le sait pas. Bon, justement, est-ce que vous avez des informations? Qui sont ces militaires ivoiriens détenus à Bamako? Pourquoi surtout la Côte d'Ivoire ne donne pas beaucoup d'informations? Justement, puisque la Côte d'Ivoire même ne parle pas, comment tu veux que moi je te dise qui ils sont? On te dit qu'il y a des mécaniciens, des soudeurs, des machins. C'est ça. Est-ce que l'armée ivoirienne, c'est des mécaniciens, des soudeurs et des étudiants? Je ne vois pas. Oui, mais quand le secrétaire général, moi j'ai écouté 3 grandes personnalités. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il y a Mbalo qui a dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria aussi. Non, Mbalo, il le dit à la suite, il cite le secrétaire général des Nations Unies. Ce ne sont pas ces informations, il reprend. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria aussi estime que ce ne sont pas des mercenaires. Quelles informations ils ont? Ils ne communiquent pas, ils n'argumentent pas le fait qu'ils ne soient pas des mercenaires. Moi, je sais ce que me surprend sur le volet. Vous savez que actuellement, le Mali a, disons, voulu convoquer
entre griffes la France devant le Conseil de sécurité des Nations. Ça n'a jamais été fait. Alors que s'ils étaient allés, ça fait partie des preuves que le Mali a contre la France. On dit 49 soldats ou mercenaires comme vous voulez, mais ils n'étaient pas 49, ils étaient 50. Le 50e est un Belge. Il est où? Pourquoi on n'en parle jamais? Voilà les preuves, je crois, que le Mali veut étaler devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire valoir sa bonne foi. Et dans certains milieux, il se dit que beaucoup de ces militaires ne sont pas ivoiriens. Mais pourquoi une communication claire sur le sujet n'est pas servie? Oui, ils ne peuvent pas être ivoiriens. Puisqu'on connaissait le caractère tordu de leur mission, on ne veut pas que si on les tue, on prend leur plaque, on sache automatiquement qu'ils sont ivoiriens et envoyés par Alassane Ouattara. Ça, comme il le disait, on nous perd comme les services de renseignement, les services secrets. C'est comme ça que les choses là s'opèrent. Donc moi je dis ceci. Ouattara a le droit et le devoir de s'adresser entre Africains à ses petits frères de Bamako pour trouver une solution. Aller rameuter les Nations Unies, aller rameuter la France, aller rameuter le chef la CEDEAO avec à sa tête le président d'un narco-État. Bon, ça ne donne rien. La Guinée-Bissau n'est pas assez crédible pour produire un président que les gens peuvent écouter. En attendant, c'est un narco-État. En attendant, c'est le président bissau-guinéen qui préside la CEDEAO. Donc, quelque part, justement, le dossier a été transféré à la CEDEAO, voilà, qui prévoit envoyer donc une mission la semaine prochaine au Mali. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO peut dénouer ce... Moi, je crois que par-dessus tout, il y a eu ce sommet extraordinaire qui a été